7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Rieufol. Bonjour notre confrère. Yvan Rieufol voulait revenir sur une rencontre qui a eu lieu hier entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron, une rencontre d'1h30 quand même. Pourquoi vous voulez revenir sur cet échange ? Oui, parce qu'il me semble que cette rencontre est tout à fait symbolique de ces deux mondes qui n'arrivent plus à communiquer entre eux, le monde des mondialistes et le monde des nationaux, des souverainistes. Alors on ne sait pas ce qui s'est dit lors de cette rencontre entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur. C'était une rencontre privée qui a duré 1h30 en effet, mais enfin on peut supposer que les deux hommes ont parlé d'abord d'immigration et de sécurité, mais on peut supposer également que le dialogue a tourné court assez rapidement, que le dialogue est devenu très vite un dialogue de sourds, car dans le fond, ces deux mondes-là qui s'opposent sont deux mondes qui ne vivent pas sur la même planète. Ces deux mondes qui sont au cœur, d'ailleurs, me semble-t-il, de la crise politique actuelle, et ces deux mondes qui pourraient précipiter une crise de régime. La 4e République s'était effondrée avec la crise algérienne, et la 5e République pourrait s'effondrer, excusez-moi, à cause de cette crise de l'immigration, car tout oppose Emmanuel Macron à Bruno Retailleau. Alors Bruno Retailleau, c'est le Vendéen enraciné qui ose dire, parlant de l'immigration, qu'elle n'est pas une chance, ce qui est vu comme un blasphème par la religion des droits de l'homme et de l'antiracisme, tandis que le président de la République, lui, est un adepte du village global, de l'Europe supranationale, de l'universalisme post-national. Il dit d'ailleurs que l'immigration est un bienfait et il est l'enraciné il est le déraciné contre l'enraciné. Et j'aime bien cette opposition qui résume assez bien dans le fond quel est le problème. Alors c'est une opposition ancienne naturellement, qui encore aujourd'hui, je voyais l'Humanité dans la une de ce matin qui titre sur l'immigration n'est pas le problème. Donc il y a toute une partie d'une presse qui veut se convaincre que l'immigration reste un bienfait, mais le problème est que les faits, les réalités les contredisent. Et ce qui est intéressant, outre cette opposition entre ces deux personnages, et l'opposition idéologique entre ces deux personnages, c'est que l'histoire est en train de les départager. Elle les départage par la force des faits, par la force des réalités, et elle les départage en donnant la victoire. De mon point de vue, mais je vais vous expliquer pourquoi je défends cette thèse, elle donne la victoire aux nationaux contre les mondialistes. Elle donne la victoire aux enracinés contre les déracinés. Et je pense que nous vivons la fin d'un monde, la fin d'une époque, la fin d'une époque, la fin de règne, dans le fond, de ces mondialistes-là qui ont quand même tenu le haut du pavé depuis 50 ans. C'est une révolution. Alors, je parle souvent de révolution chez vous, mais c'est une révolution qui se prépare et c'est une révolution qui risque de s'accélérer. J'en donne quelques éléments pour motiver un petit peu ma démonstration. Bon, le premier élément qui vient en tête, c'est tout simplement l'exaspération des Français face aux réalités. Vous avez un sondage très récent de Harris Interactive pour un think tank de gauche, d'ailleurs je crois me souvenir, qui rappelle que 76% des Français sont inquiets aujourd'hui de l'immigration. On nous a souvent dit que l'immigration n'était pas un problème, que c'était simplement le pouvoir d'achat et la crise économique et sociale. Non, l'immigration reste un problème et la gauche ne veut y voir simplement qu'une lepénisation des esprits, voire une fascisation des esprits. Non, c'est malheureusement pas ça du tout. C'est heureusement pas ça du tout. C'est au contraire une prise de conscience des risques que fait courir aujourd'hui une société ouverte à un peuple qui est désemparé et un peuple qui se sent de plus en plus indigène et qui se sent de plus en plus colonisé, dans le fond, jusque dans les fondements de sa transmission de la culture qui est remise en question. Et donc, ce contexte fait comprendre que, en tout cas, déjà, l'opinion est pour Retailleau, d'ailleurs Retailleau le sait bien, mais qu'on pourrait étayer davantage encore. Et moi, je prendrais l'exemple de Marseille, qui a été érigée comme ville symbole par Emmanuel Macron de ce que pourrait être une ville du vivre ensemble, une ville multiculturelle, une ville ouverte à tous les horizons. Et Marseille, Macron a fait de Marseille très récemment, il y a 2 ou 3 ans, sa ville de cœur. C'est là qu'il a voulu y mettre tous ses efforts budgétaires dans des opérations de place nette XXL. On a vu que c'était une réussite. Enfin, il y avait une inflation de mots. Or, que voit-on à Marseille aujourd'hui? Donc, le symbole
de ce que devrait être, avec la Seine-Saint-Denis, de ce que devrait être cette société ouverte, cette société déracinée, pour reprendre ma figure, si je veux dire, eh bien, on y voit une ville en voie de libanisation qui s'effondre pour une partie d'entre elles. Alors, j'entends bien qu'il y a une partie de Marseille qui reste encore très agréable à ceux qui ne veulent pas voir ce qui s'y passe au nord, mais on voit qu'à travers les multiplications d'abord de violences contre les policiers. Encore hier, nous avons vu 2 policiers qui ont été piétinés par des dealers au cœur même de la cité de la Castellane. On a vu qu'il y avait des enfants tueurs, on a vu qu'il y avait des narcotrafiquants qui s'étaient installés, on a vu qu'il y avait des trafics d'armes, on a vu qu'il y avait une liaison entre l'islamisme et le gangstérisme, la mexicanisation, disent les spécialistes de ces genres d'insécurité. Donc on voit bien que Marseille est l'effondrement précisément de ce modèle multiculturel qui nous a été vendu et survendu depuis maintenant 50 ans et qui malheureusement a atteint la France, qui elle-même est devenue, malgré elle, une société multiculturelle, sans que les Français d'ailleurs n'aient eu à en discuter. Et le deuxième élément le troisième élément qui me fait dire que nous vivons une révolution, c'est que je m'aperçois que les affreux d'hier, les infréquentables, les parias, commencent à reprendre, commencent à être vus comme pouvant être éventuellement exemplaires. Et l'exemple le plus frappant pour moi, c'est celui de Giorgia Meloni, l'italienne, qui avait été présentée comme étant une fasciste en jupon et qui aujourd'hui sert de modèle à l'Union européenne mais également au gouvernement de Michel Barnier, d'ailleurs, Michel Barnier rencontrera Madame Meloni à Rome en novembre prochain. Michel Barnier, avec son ministre de l'Intérieur, a rencontré le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur italien vendredi à Menton, Ouais. à la frontière italienne, franco-italienne. Et on voit que la méthode de Meloni, qui consiste notamment à passer des accords avec des pays frontaliers, enfin des pays d'Afrique du Nord, notamment la Libye, la Tunisie, afin de freiner les immigrations, est une politique qui marche. Et on voit que Madame Meloni commence à être prise très au sérieux par ceux qui la décrivent. On pourrait parler également de Viktor Orban, l'horrible Viktor Orban, qui était considéré comme étant un antisémite, par la gauche bien pensante, au prétexte qu'il s'oppose à la société ouverte de George Soros, qui est hongrois lui aussi. Or, on s'aperçoit que c'est Israël qui avait choisi la Hongrie, prétendument antisémite, pour notamment assurer la sécurité du dernier match entre Israël et la France, parce que la France n'était pas capable elle-même, en tout cas, d'assurer cette sécurité, la place des Juifs en France devenant préoccupante. Et puis, naturellement, il y a ce phénomène de Donald Trump. Alors, bien sûr, on peut être réticent sur la vulgarité du personnage, je le suis comme beaucoup d'autres, j'imagine, mais on s'aperçoit que Donald Trump, d'abord, talonne sa concurrente de Kamala Harris, et qu'il pourrait peut-être, alors avec tous les conditionnels, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur cette élection, mais qu'il pourrait peut-être les gagner, ces élections américaines, le 5 novembre, avec ce dynamisme, effectivement, porté par une exaspération du peuple ordinaire, qui, au-delà naturellement du personnage lui-même, qui est effectivement un peu horripilant, ça j'en conviens, est en train malgré tout d'ébranler tout ce conformisme de la gauche américaine qui a exporté chez nous le wokisme et toute cette idéologie anti-occidentale. Donc voilà, voilà, ce contexte-là me fait dire, dans le fond, que les choses ne sont pas écrites, et qu'au contraire, il y a un dynamisme qui pourrait aujourd'hui faire en sorte que les parias d'hier deviennent les sauveurs d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez espoir, Yvan Rioufol, que Bruno Retailleau et Michel Barnier trouvent un accord, s'entendent vraiment sur l'immigration avec ce projet de loi, cette nouvelle loi immigration qui doit être proposée en 2025, ou est-ce que finalement on fait du surplace, encore et toujours ? J'ai malheureusement l'impression, malgré tout, dans le contexte que je vous ai décrit, que l'on n'arrivera à rien pour l'instant, en tout cas, à cet affrontement des deux personnages, parce que Emmanuel Macron est vraiment imprégné de son idéologie universaliste qui fait qu'il ne veut pas même comprendre les problèmes qui sont posés par l'immigration. Je l'ai entendu très récemment dire que l'immigration était une chance, parce que sans l'immigration, nous n'aurions pas eu Marie Curie, qui venait donc de Bologne,
et nous n'aurions pas eu Charles Aznavour. Il prenait ces deux exemples, donc qui venaient d'Arménie. Mais enfin, ce sont deux exemples imbéciles, Oui. car personne ne remet en question naturellement les apports très positifs qui ont été ceux de l'immigration européenne à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ce n'est pas ça le Mm. problème, bien entendu. Et donc de voir que Emmanuel Macron se rue sur ces arguments du pauvre fait comprendre qu'il ne veut pas voir le problème. Le problème, naturellement, c'est l'immigration extra-européenne. Le problème, c'est l'immigration massive musulmane, enfin des pays, en tout cas des Maghreb et d'Afrique, Ouais, et qui, par l'effet du nombre, sont des peuples qui ne s'intègrent plus. Je ne leur fais pas du tout le reproche à ces peuples-là de ne plus s'intégrer, mais vous ne pouvez pas demander à des peuples si différents civilisationnellement de s'intégrer dans un autre pays. ouais. Eux-mêmes sont attachés, comme nous d'ailleurs, à nos mœurs et à nos cultures. Simplement, ils croient voir chez nous un vide dans lequel ils seraient sujets à pouvoir, ils seraient invités à pouvoir le remplir. Et donc, je pense que Emmanuel Macron ne veut pas voir qu'il y a aujourd'hui une immigration de peuplement qui non seulement ne s'intègre plus, mais devient de plus en plus quérulente, devient de plus en plus violente, vindicative, et qui non seulement devient agressive, devient invasive, mais devient même colonisatrice. Et d'ailleurs, c'est un petit peu cet argument qui est vu souvent, notamment chez les immigrés algériens, qui veulent prendre leur revanche sur les événements d'Algérie afin de rendre la monnaie de la Ouais. pièce à l'ancienne puissance coloniale. Donc je n'attends rien, en tout cas, pour résumer, je n'attends rien de Macron, vous l'avez compris. Oui. Je n'attends pas grand-chose non plus, malgré tout, de Michel Barnier, qui me semble être très prudent sur ce sujet. Je l'entends dire qu'il veut accélérer le pacte le pacte asile-immigration qui a été concocté par l'Union européenne. Il veut s'abriter encore en laissant penser que l'Union européenne pourrait être protectrice avec Schengen, notamment de nos frontières. Ceci est un leurre, car l'Union européenne a été construite précisément sur l'immigration, et donc je ne crois pas du tout en cela. Mm. Et donc je pense qu'en effet, Retailleau est seul avec sa bonne volonté, et il est obligé pour l'instant de tenir une politique qui prendrait à témoin l'opinion, en tout cas Ouais. sur ses bonnes intentions et sur les bonnes intentions de tous ceux qui se reconnaissent aujourd'hui dans cette défense des enracinés. Et il Mm. n'est pas le seul sur le terrain. Vous avez bien compris que le Rassemblement national notamment et Éric Zemmour aussi, le parti d'Éric Zemmour, sont derrière pour l'appuyer. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils Ouais. pourraient l'appuyer et que ceci, et ça c'est ma marotte, pourrait configurer ce qui pourrait être une union des droites sur ce sujet essentiel de l'immigration sur lesquels toutes ces droites-là s'accordent aujourd'hui. Mais pour l'instant, en effet, force est de reconnaître que l'immigration va être un sujet évacué pendant tout ce temps qui va rester où Macron sera au pouvoir. Et c'est ce qui me fait dire qu'on pourrait s'acheminer vers une crise de régime, voire une fin de règne de cette Cinquième République qui n'arrive pas précisément Ouais. à régler ce problème existentiel, ce problème civilisationnel qui est au cœur aujourd'hui des préoccupations des Français. Eh ben, on en reparlera très vite, Yvan Rioufol. Merci beaucoup, et puis surtout à la semaine prochaine, à la même heure.